Bonjour Karine. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui nous sommes à Londres pour le MadFest pour lequel RTL est partenaire. Première question, c'est quoi le MadFest? Et on va dire qu'il y a deux questions en une. C'est quoi MadFest et pourquoi RTL est présent à cet événement? MadFest, c'est un peu l'équivalent des Cannes Lions pour le marché londonien. Très bien. C'est le rendez-vous de toutes les agences médias, créa, des publishers, des annonceurs. Et c'est un festival de la créativité. C'est, comme vous pouvez le voir ici, on est au milieu de Shoreditch. C'est très créatif comme événement parce que ça a commencé tout petit, c'était un pique-nique en début d'été. Et ça s'est transformé en un énorme festival, je pense un des plus gros du marché londonien. Toute l'industrie se retrouve pour célébrer le début de l'été et peut-être la fin de saison. Donc il y a à la fois des conférences, des rencontres, du networking. Je confirme, c'est très festif, d'où le nom Fest, et tu fais référence au festival. Et c'est vrai que si je dois faire une comparaison avec ce qui peut se passer sur le marché français, c'est très détendu, c'est très décontracté. C'est comme si on avait privatisé un peu la course Saint-Émilion à Bercy, et avec différents pavillons dans lesquels on retrouve les principales tech du marché londonien, du marché anglais, mais également beaucoup d'agences, beaucoup de créatifs et beaucoup d'éditeurs, ce qui est assez rare de retrouver tout ce beau monde, mis à part à Cannes, comme tu le disais tout à l'heure. Alors il y a un point qui m'a quand même aussi beaucoup marqué, c'est qu'il y a beaucoup de sujets autour de la diversité, l'inclusivité, et notamment, c'est ce qui va être le principal thème de notre entretien, autour du leadership au féminin. Et donc ma première question par rapport à ça, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu as un parcours quand même assez intéressant dans un milieu qui est souvent, en tout cas en France, décrit comme très masculin. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et peut-être des défis que tu as pu rencontrer pour arriver là où tu en es aujourd'hui en tant que femme dans l'industrie de la communication et de la publicité? C'est intéressant parce que c'est vrai que la question du leadership féminin, je ne me la suis jamais vraiment posée. Moi, ça fait vraiment quelques années que je suis dans cette industrie. J'ai commencé à la régie publicitaire internationale du groupe RTL. J'ai jamais ressenti un déséquilibre homme-femme dans notre structure. Donc moi, j'ai jamais vécu ça vraiment comme un défi. C'est vrai qu'en Angleterre, le sujet du leadership féminin et la diversité est vraiment très présent. Et sans doute à juste titre, parce qu'il y a sans doute encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine et surtout dans cette industrie. Voilà. Après, moi, je ne l'ai pas vécu comme un challenge personnel. Mon parcours s'est fait tout à fait naturellement. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir à batailler plus pour arriver là où je suis en étant une femme. Alors, ça fait combien de temps que d'ailleurs tu es chez RTL? Je ne compte plus, mais ça fait presque 20 ans. Alors justement, ça veut peut-être dire justement que RTL Ad-Alliance a un soutien et promeut, j'allais dire, les femmes depuis beaucoup de temps. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui pour RTL Ad-Alliance et comment le leadership est promu, j'allais dire, au sein de l'entité en fait? Alors, nous, si on prend les stats pures, on a plus de 50% de femmes dans notre structure. Après, c'est vrai que quand on prend les postes de management, voilà, il y a forcément moins de femmes. Au niveau de la gouvernance, ça pêche toujours un peu. Voilà, on est un groupe allemand, qui plus est, où c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel. Donc nous, au niveau du groupe RTL, on s'était donné un objectif, Thomas Rabe, notre président, avait donné un objectif de 40% de femmes à des postes de senior leader d'ici 2025. Aujourd'hui, on est à 37%. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc voilà nos objectifs. Maintenant, je pense que le chemin doit se faire aussi quelque part naturellement. C'est-à-dire, je pense que c'est aux femmes aussi de s'imposer, de demander à prendre le lead si elles en ont envie. Et je pense que c'est la meilleure manière d'y arriver, en sachant ce qu'on veut, en
en étant aligné avec ses valeurs, avec ses ambitions et oser demander à prendre des rôles quand il se présente. Et donc prendre le leadership par soi-même, oser, tenter, et puis de toute façon, comme je dis souvent à mes propres enfants et à ma propre fille, si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Oui, exactement. Et je pense que c'est peut-être le problème des femmes, en général, elles osent moins demander. Elles préfèrent elles se sentent peut-être moins légitimes et elles sont plus à l'aise quand on vient vers elles pour leur demander de prendre le lead sur des sujets. Et c'est peut-être là où on a un effort à faire, où on doit prendre sur nous, on doit apprendre, on doit évoluer. Je parle aussi de moi. C'est pas forcément naturel, c'est un travail, c'est un cheminement de se dire, en fait, je me sens légitime à prendre la parole et à prendre le lead sur certains sujets. Donc, si je veux ma place, je la demande. Alors justement, est-ce que tu viens de dire qu'il fallait que les femmes évoluent également de leur côté? Comment tu vois l'évolution du rôle des femmes dans le leadership au sein de l'industrie publicitaire au cours des prochaines années? Est-ce que tu sens que les choses vont évoluer? On a parlé d'RTL Ad Alliance tout à l'heure. Tu viens de parler à l'instant du comportement des femmes qui doit un peu évoluer. Est-ce que tu sens que le mix de ces deux mouvements va dans le bon sens, et comment tu vois les choses? Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'en effet, il faut sans doute plus de femmes à des postes de management. Et puis que les femmes aussi se rendent compte qu'elles en ont les capacités, qu'elles en ont... voilà, elles travaillent dur. Et donc, je pense que les choses vont se faire naturellement. Les hommes prennent conscience qu'il faut donner peut-être plus de place aux femmes, et inversement, les femmes se sentent aussi peut-être plus légitimes à prendre le pouvoir. Donc je pense que, sans parler de quotas, moi je suis assez confiante que les choses se feront assez naturellement. Et tu dis que les choses se feront assez naturellement, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu verrais? Enfin, je sais que c'est une question difficile, hein, mais est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, tiens, là, si on faisait de cette manière-là, peut-être que ça accélérerait les choses? Peut-être que justement, c'est en prenant la parole et en échangeant avec d'autres femmes qu'on peut aussi se donner confiance et échanger sur quels sont les challenges. Peut-être une sorte de mentoring, en fait. Voilà, mentoring. Moi, en fait, mes mentors... mes mentors ont été des hommes et pas des femmes. C'est les hommes qui m'ont... mes mentors ont été des femmes. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de règle en fait. Et donc j'aime pas trop qu'on oppose hommes-femmes. Voilà. Donc le mentoring en général, c'est important. Donner confiance, c'est important. Prendre conscience de ses qualités, et même si on ne correspond pas peut-être à l'image et aux critères qu'on pense devoir être imposé à un leader. Là, on a peut-être tendance à penser que les traits de personnalité nécessaires pour être leader sont peut-être plus calqués sur des modèles masculins. Il faut, je pense, faire ce chemin d'accepter qu'on peut être un leader en ayant une autre manière de diriger, de manager, voilà, et que moins testoronné. Enfin, je sais pas si c'est français d'ailleurs, mais voilà, avec moins de testostérone au sens culturel du terme. Oui, en fait, il faut pas essayer de calquer des modèles. Il faut, je pense, assumer qui on est, avec ses forces et ses faiblesses, assumer sa personnalité et tourner ses personnalités en force pour pouvoir prendre des rôles de leadership. Mais à partir du moment où on travaille dur, à partir du moment où on a une expertise, une expérience, à partir du moment où on travaille sur soi, à partir du moment où on a une vision, je ne vois pas ce qui peut retenir qui que ce soit, et en premier lieu les femmes, de demander à prendre le pouvoir sur certains rôles. Alors justement, puisque tu dis je ne vois pas ce qui pourrait retenir les femmes de prendre n'importe quel type de rôle, un des arguments souvent utilisés, c'est l'équilibre ou le défi entre la vie privée et la vie professionnelle. On le sait, il y a une certaine charge mentale que les femmes ont beaucoup plus que les hommes, notamment au travers de l'éducation, au niveau peut-être aussi, j'allais dire, des éléments du quotidien au sein d'un foyer. Même moi, ça me gêne un petit peu d'en parler, mais c'est une réalité. Quel défi, selon toi, comment gérer les défis spécifiques justement
entre la vie privée et la vie professionnelle quand on est une femme et surtout quand on est une femme leader? Comment on gère? Je pense que avant tout, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est sûr qu'avoir un rôle de manager, de leader, ça demande certains sacrifices personnels sur sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie personnelle, parce que voilà, ça demande du temps, de l'engagement, du travail. Et donc il faut être prêt à intégrer ça dans sa vie personnelle. Il ne faut pas que les sacrifices soient que d'un côté non plus. Exactement, donc je pense que ça demande en effet une organisation dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, pour qu'on puisse avoir la place pour ça et s'organiser. Après, la charge de travail, elle s'organise aussi. Alors, comment on fait justement? C'est quoi les principaux obstacles que les femmes doivent vraiment surmonter pour, accéder au poste de leadership, et une fois qu'elles y sont, eh bien, bien le gérer, quoi, d'une certaine manière, au regard de ce qu'on a évoqué à l'instant? Je pense que tout se gère à partir du moment où on a envie de le faire bien. C'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est la manière, voilà, qui est propre quand même à la culture française. Ouais, propre à la culture française, mais quand on va voilà, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du Nord, voilà, c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est la manière dont on travaille et les résultats. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Après, on peut s'organiser comme on veut, et que ce soit un homme ou une femme. Je le vois, moi, avec mes collègues en Suède, par exemple, où ils sont là, je pense, très avancés sur la répartition des tâches aussi au sein de la famille. Oui. Voilà, il n'y a aucun problème à partir plutôt du boulot, qu'on soit un homme ou une femme. S'il faut s'occuper des enfants à la maison, ça n'empêche pas d'être un leader par ailleurs. Voilà. Donc c'est aussi cette perception, et c'est pas la question d'être un homme ou une femme, c'est comment on s'organise dans sa vie perso et comment on intègre la vie perso dans la vie de travail. Je le vois encore avec mes collègues suédois. Ils peuvent amener les enfants au travail s'il y a un problème de garde, etc. Et donc c'est aussi tout ça qui doit évoluer pour faciliter, je pense, aussi l'accès au leadership féminin. Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview. Juste pour revenir sur RTL Ad Alliance, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion. Ça fait très longtemps que tu es chez RTL, et tu as toi-même évoqué le fait que tu n'avais ressenti aucune pression ou allusion, et que ton évolution au sein d'RTL a été totalement naturelle. Comment RTL Ad Alliance aborde les questions de diversité, d'inclusion? En préparant cette interview, tu parlais de chiffres assez conséquents. Est-ce que tu peux nous les rappeler, et c'est quoi les initiatives clés en cours? Alors, au niveau de la diversité hommes-femmes, donc on a cet objectif du groupe qui est d'arriver à 40% de femmes à des postes de senior leader d'ici 2025. Donc c'est un chiffre très concret, sachant qu'on est à 37%. Bravo. Et si on parle de la diversité et de l'inclusion au sens plus large, il y a beaucoup d'initiatives dans les différentes structures du groupe. Chez nous, chez RTL Ad Alliance, on a un DEI Committee, voilà, qui réfléchit sur toutes les questions d'inclusion, comment être plus inclusif dans notre quotidien de manière très concrète. Et donc c'est un groupe de travail composé d'employés de chez nous, volontaires, qui réfléchissent et puis qui proposent des solutions. Voilà. Donc on avance aussi sur ces sujets-là. Alors, dernière question qui s'apparente aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Selon toi, puisque tu es manager, quels sont les attributs essentiels pour être une bonne leader, ou un bon leader, mais surtout une bonne leader, parce que c'est la question clé de notre entretien, et comment ces attributs ils peuvent être cultivés d'une certaine manière chez les femmes qui aspirent à des rôles de direction? C'est difficile à répondre, je ne voudrais pas donner de leçons à qui que ce soit. J'allais dire, entre guillemets, tu inspires de par ton parcours, je me permets de le dire. Donc pour toutes les jeunes femmes étudiantes, même pourquoi pas les jeunes filles qui nous regardent et qui souhaitent avoir, entre guillemets, des conseils, des tips, on dirait, qu'est-ce que tu leur donnerais au regard de toi, ce que tu as vécu par exemple? Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait, être engagé, beaucoup travailler.
Et puis rester soi-même et accepter ses défauts et ses qualités et les transformer en force pour pouvoir inspirer une équipe et plus. Bah, en tout cas, merci beaucoup Karine. Le mot-clé, c'est l'authenticité. Oser être soi-même. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de faire cette interview, j'allais dire au pied levé, c'est vrai, au sein du MadFest sur le TV7 d'RTL. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt, certainement à nouveau sur le plateau de RTL. À bientôt. Au revoir.